Numéro de grands titres sur la radio-télévision nationale congolaise. 3 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, les acteurs politiques se sont séparés à queue de poisson. L'arrangement particulier n'a pas été signé comme prévu le 27 mars dernier. Parmi les points de divergence, le mode de désignation du Premier ministre. Après avoir pris acte de la fin de la mission de bons offices des évêques, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'est engagé à trouver une solution consensuelle à la crise congolaise. Le président de la République, Joseph Kabila, s'adressera devant les 2 chambres réunies en congrès dans les heures qui viennent. La Cour pénale internationale s'est saisie du dossier Kasaï central. Bensouda a dit qu'elle n'hésitera pas à envoyer une mission d'enquête en République démocratique du Congo pour enquêter sur ce qu'elle exprime comme massacre dans le Kasaï. Nous verrons dans cette émission les consultations informelles engagées par la majorité présidentielle pour trouver la réponse à la crise en République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau numéro et voici la revue de presse. Le président Joseph Kabila va s'adresser à la nation pour expliquer la suite des actions qu'il va mener après l'échec de la mission des bons offices des évêques de la Cinco sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La prospérité l'invite à prendre la mesure de ses vraies responsabilités devant sa conscience et l'histoire, lui rappelant que tous les paramètres du pays sont actuellement au rouge. Parmi ces paramètres, les quotidiens notent l'hyperinflation, le chômage, la misère sociale, le fléchissement continu du taux d'échange et l'instabilité du cadre macroéconomique. Le journal qui charge la majorité présidentielle dans l'échec de l'arrangement particulier considère Joseph Kabila comme la force motrice derrière laquelle cette plateforme politique tire l'essentiel de ses faits et gestes. Dès lors, s'interrogent les tabloïds, que dira-t-il aux Congolais? Le potentiel semble répondre à cette question en soutenant dans ses colonnes que l'autorité morale de la majorité présidentielle va faire des propositions en faveur de la dissidence du rassemblement devant le Congrès. Pour s'en convaincre, le tabloïd rapporte que des consultations secrètes sont en cours entre la majorité présidentielle et les dissidents du rassemblement avec l'objectif d'isoler les rassemblements pilotés par le tandem Pierre Lumbi-Félix Tshisekedi. Le quotidien est dès lors convaincu que le prochain congrès ne sera pas l'instance où se décanteraient les divergences actuelles entre la majorité présidentielle et le rassemblement. Bien au contraire, craint le quotidien, ce rendez-vous va servir des lieux de crédibiliser la stratégie de la majorité présidentielle, de partager le pouvoir avec l'aile dissidente de manière à prévenir à son projet de référendum constitutionnel, conclut le journal. Nous l'avons appris, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la résolution 2348 prolongeant le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2018. Et cette nouvelle résolution a 2 objectifs et 2 missions qu'on confie à la MONUSCO. C'est la protection des civils et l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, comme pour dire que l'ONU donne un caractère obligatoire à la mise en œuvre de cet accord. Nous allons ce soir analyser l'actualité qui est très abondante en République démocratique du Congo avec mon invité, Joël Kadé Nanga. Je rappelle qu'il est éditeur du journal Impact News paraissant à Kinshasa. Merci Joël Kadé, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. L'actualité est abondante. Vous le savez, l'arrangement particulier n'a pas été signé le 27 mars comme prévu. Quelle lecture vous faites de cette situation? Nous allons vers l'impasse. D'abord, merci pour cet honneur me fait par la grande dame Nicole Dibambo à travers votre émission, en me recevant sur la radio-télévision nationale congolaise. L'impasse, nous y sommes depuis le 12 janvier 2015, lorsque la majorité présidentielle décide ou résout de passer en force la loi portant organisation des élections locales, nationales, législatives et urbaines, en conditionnant l'organisation des élections présidentielles et législatives
à l'identification nationale par l'Office national d'identification nationale, l'ONIP, qui devrait en principe être dirigé par notre consoeur ici devenu député et président du conseil d'administration, Geneviève Inagossi, et le professeur Lumanou. Et la population dit non. À travers l'opposition, les gens descendent sur la rue, il y a eu des morts, et il a fallu l'intervention du Sénat pour sauver de justesse la capitale qui plongeait déjà dans le chaos. Cet élément est enlevé, mais parce que l'objectif n'avait pas été atteint, vous avez vu que même l'ONIP n'a jamais fonctionné. Donc c'était un stratagème mis en place pour pousser, pour amener le pays dans le chaos. Et ça a continué, il a fallu monter d'autres subterfuges. Il y a eu, bien avant cela, les concertations nationales. Il y a eu le dialogue de la cité de l'OUA avec Edem Kodjo, qui n'a pas abouti. Et comme dans l'accord de la cité de l'OUA, dans le chronogramme, laissait encore quelques petites ouvertures vers une impasse, on a réussi, au travers du mandat donné par le président de la République à la SENCO, d'organiser les pourparlers ou les consultations, les contacts directs au niveau du centre interdiocésain. Mais parce que dans cet accord, il n'y a pas ce que la majorité présidentielle cherche par ruse, au lieu d'y aller, comme cela a été fait au Rwanda, en Ouganda, au Congo-Brazzaville, qui ont monté les stratégies pour le changement de la Constitution. Parce qu'on n'a pas obtenu cela. Qu'est-ce que la majorité présidentielle cherche par ruse? Vous avez appris, lorsque l'accord a été signé, qu'ils ont refusé d'abord de le signer, ils l'ont signé sous réserve. Et ensuite, ils ont commencé à recourir à l'article 5 de la Constitution pour parler, sans le vouloir, du référendum. Et qui dit référendum, c'est permettre au président de la République de briguer un autre mandat. Et il faut voir le comportement ou l'âge de certains membres de la communication de la majorité présidentielle, ils le disent tout haut. Alors, ce qui aurait été mieux pour des gens... parce que vous savez, très chers confrères, aujourd'hui le Congo paraît ce malade qui est branché sous appareil respiratoire. Et il est déjà mort parce que nous avons dépassé l'état du coma. Et qu'aujourd'hui, les infirmiers ont tenté toutes les stratégies pour le relever, ça ne va pas. C'est ce qui fait que vous voyez les gens courir, l'opposition, la majorité, qui en Europe, qui aux États-Unis, c'est pour chercher un traitement. Mais le Congo pratiquement est déjà foutu parce que quand vous considérez l'aspect sécuritaire, c'est chaos. Aujourd'hui, on ne fait que la comptabilité des morts, non seulement ici à Kinshasa et à travers tout le pays, par les maladies, par la typhoïde, par la malaria. Les gens n'ont pas l'argent pour aller aux soins. Mais en province, vous avez parlé, vous l'avez enregistré comme sujet à débattre ce soir, le problème des Kamouina-Sapou, les gens meurent en des milliers. Sur le plan social, ça ne va pas. Aujourd'hui à Kinshasa, je l'avais dit dans mon journal que le gouvernement provincial de Kinshasa a démissionné. Parce qu'il faut voir l'état de nos routes. Il faut voir que nos routes ont atteint un niveau de détérioration très avancé. Sur le plan économique, n'en parlons pas. Sur le plan financier, n'en parlons pas parce qu'aujourd'hui, les dollars, on tend vers 1400 francs, $1. Donc ça veut dire, c'est comme si nos politiciens ne sentent plus le malheur que connaît le peuple congolais pour nous tourner tous en bourrique vers un accord qui pouvait facilement être appliqué, mais on l'a traîné dans la boue. Et également, il faut souligner une chose, c'est cette hypocrisie de la conférence épiscopale nationale congolaise, qui connaît les blocages vient d'où, mais elle ne veut pas désigner l'auteur du blocage, mais elle constate tout simplement qu'il y a échec. Or, qui est auteur de l'échec? La SENCO le sait, la SENCO ne veut pas le dire. La SENCO parlait du plan B avant le 31, avant la mort de Tshisekedi, mais après la mort de Tshisekedi, la SENCO ne parle pas. Joël Kadé, qu'est-ce qui est difficile au rassemblement de proposer conformément à l'article 78 de la Constitution, de proposer 3 noms pour couper court? C'est là qu'il y a la difficulté. Distinguez, confrères, qu'est-ce qui est difficile au président de la République
garant de la nation, père de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, conformément à l'article 69, de constater que non, là-bas ça brouille. Il connaît leur desiderata, parce que le pouvoir discrétionnaire dont on parle, ce n'est pas un pouvoir qui attendrait 3 noms, mais c'est un pouvoir qui constate que ces gens ne vont pas s'entendre, mais du milieu d'eux, à l'égard des analyses, des renseignements qu'il a reçus de nos services de renseignement qui doivent l'avoir aidé pour découvrir quelle est la personne que le peuple congolais désirerait, réunirait les consensus pour diriger le gouvernement et qu'il puisse entrer en contact avec les partenaires extérieurs afin de nous donner une bouffée d'oxygène sur le plan financier parce que nous n'avons pas les réserves en devises. Qu'est-ce qui lui est impossible, lui en tant que garant de la nation, de nous surprendre tous en désignant ce Premier ministre? Qu'est-ce qui lui est impossible? Lui est-il impossible, au regard de l'article que je viens de citer, de décanter cette situation? Est-ce que le président de la République, pour résoudre cette crise, a-t-il réellement besoin d'un accord ou des arrangements qui viendraient de la SENCO, constatant aujourd'hui que la situation est au rouge sur tous les plans? Il n'y a pas, dites-moi un seul domaine de la vie aujourd'hui où quelqu'un peut se sentir que ça va. Que quelqu'un me dise, que ce soit le ministre, que ce soit le conseiller, parce que il m'arrive 2-3 fois d'aller voir mes amis qui sont ministres, mais tout le monde pleure. Il n'y a personne qui se sent heureux. Vous allez voir qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui font peur. Lorsqu'ils parlent, ils sont agressifs. Et même dans la manière de s'habiller, ils ne sont même pas entourés de spécialistes en communication, parce que la manière dont vous êtes habillés, c'est une communication. La manière de vous asseoir, c'est une communication. La manière de parler, c'est une communication. Mais vous verrez aujourd'hui qu'il y a des hommes politiques, dans leur communication, lorsqu'ils passent à la télévision, les enfants sont effrayés. Les femmes ne savent pas les suivre. Tout simplement pourquoi? Parce que personne là où il est, personne n'est sûr de son lendemain. Et que la seule personne qui peut nous délivrer de cette situation, c'est le président de la République. Mais c'est pour cette raison que le président de la République, constatant l'échec de la SENCO, s'il faut l'appeler ainsi, a pris l'engagement lui-même maintenant de trouver une solution consensuelle. Vous pensez que le président de la République va surprendre, comme vous l'avez dit, parce que bientôt il va s'adresser devant le Congrès? Distingués confrères, qui consulte? Les auteurs de l'échec, je ne vais pas citer leur nom. Ce sont eux qui ont bloqué l'avancement des travaux au centre interdiocésain. Ce sont ces gens-là, auteurs de l'échec, partis et juges, qui peuvent donner solution. Non. À un moment donné, il faudrait que le président de la République, comme il avait dit qu'il n'a pas 15 personnes qui l'entourent, qui peuvent l'aider à booster l'envol de ce pays, il doit constater que ces gens qui l'entourent ne font que, d'abord, ils l'ont totalement éloigné de la population, à tel point qu'on le sent comme si il était insensible aux souffrances, aux malheurs de la population congolaise. Aujourd'hui, le pays n'est pas bloqué à cause de la mort de Tshisekedi. Le pays n'est pas bloqué où ça ne va pas parce que ça ne va pas au rassemblement. Le rassemblement n'est pas responsable de la crise que nous connaissons. Mais le rassemblement n'a pas donné les 3 noms. Comment vous dites qu'il n'est pas responsable? Mais qu'est-ce que l'accord dit? À un moment donné, il faudrait qu'on arrive. L'accord dit que le Premier ministre provient du rassemblement, est présenté par le rassemblement et en deuxième alinéa, conformément à l'article 78 de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore, après cette session parlementaire, avons-nous encore une majorité parlementaire légitimement établie dans ce pays? Parce que toutes les institutions sont hors légitimité. Et la Cour constitutionnelle avait déjà tranché cette question. La Cour constitutionnelle avait tranché en violant elle-même la Constitution. D'ailleurs, la même Cour qui est constituée essentiellement des hommes qui violent elle-même parce que la Constitution consacre la parité. Vous avez vu une seule femme au niveau de cette Cour constitutionnelle. Donc c'est justement pour vous dire, c'était une parenthèse que j'ai fait très vite, uniquement pour vous dire qu'aujourd'hui, chers confrères, qu'on ne s'attarde pas. La crise, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas les 3 noms. Ce n'est pas les 3 noms qui peuvent bloquer la situation. On doit apprendre à un moment donné à respecter nos textes. Ce sont les textes qu'ils se sont eux-mêmes convenus. Parce que le danger, c'est quoi? Et ça, j'ai échangé avec quelques membres du rassemblement, je suis journaliste. Le danger, c'est quoi? Il a suffi tout simplement que le rassemblement cède à présenter 3 noms à la majorité présidentielle ou au président de la République
pour que dans la composition du gouvernement, que l'on exige 5 noms pour un portefeuille. Et là, la majorité, comme la stratégie moboussienne, elle est connue de tous, c'est par débauchage, c'est par manipulation, c'est par corruption, c'est par impunité qui sont établis comme mode de gestion de notre pays, c'est de cette façon-là qu'on allait récupérer des gens. Et puis il faut voir, ceux qui ont été piqués dans l'opposition, qui ont été débauchés dans l'opposition là, deviennent plus kabylistes que Kabila lui-même, ou que ceux qui ont battu campagne pour Kabila, qui ont mouillé leur chemise. Pendant que ceux qui tiraient à boulet rouge sur Joseph Kabila, on les élève, on les ascense, on fait d'eux des ministres, on fait d'eux des vice-ministres. Le problème à ce niveau, chers confrères, c'est que le président comprenne. Il ne faudrait pas qu'on le comprenne comme s'il est insensible à la souffrance du peuple congolais. On est dans une situation chaotique qui ne peut pas s'expliquer. Et dans le monde entier, nous devenons la risée, la honte. Le rassemblement est divisé aujourd'hui. 3 têtes, Olengankoy, Félix Tshisekedi, Mayombo. Vous ne pensez pas que le rassemblement devrait commencer d'abord par s'unir et revenir à l'esprit de Jean Val avant de commencer à poser des problèmes? Parce que vous accusez, l'opinion accuse la majorité présidentielle. Mais on ne voit pas ce qui se passe au rassemblement. Le rassemblement est divisé. La majorité va traiter avec qui? Une petite anecdote. Je ne peux pas poser des questions, c'est vous qui me les posez ce soir. Le siège du rassemblement aujourd'hui, c'est où? C'est dans la résidence de Tshisekedi. Est-ce qu'Olengankoy peut aller tenir une réunion à la résidence de Tshisekedi aujourd'hui? Mayombo est membre du gouvernement. Mais à un moment donné, dans ce pays, on doit quand même être lucide. À un moment donné, il faut arrêter avec les obscénités. C'est obscène que membre du gouvernement se réclame du rassemblement et conséquence de l'opposition. Aujourd'hui, Olengankoy, qui a déjà travaillé avec Joseph Kabila, qu'il aille tout simplement aujourd'hui, lui et Tchibala, qu'ils aient tenu la réunion chez Tshisekedi. Mais on sait qu'aujourd'hui, il ne se pavane à l'hôtel du fleuve. Avec quels moyens? Mais qui ne le sait pas? Non, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on prenne la population comme dupe, chers confrères. La population, ce n'est pas cette population ici des années 80 qui n'était pas informée. Aujourd'hui, au-delà de notre ex-OZRT, l'actuel RTNC qui me permet aujourd'hui de parler au monde entier, il y a les groupes, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Les gens sont informés de tout et de rien. Une fois que Olenga, Tchibala sont avec Lumanu, l'information court à la seconde et de l'autre côté, on est informé. Et la population la plus simple, les élèves de l'école primaire sont informés. Même ma fille le sait. Il sait qu'ils ont été avec elle. On doit duper qui? On doit tromper qui? Et à cette période ici, je crois qu'il y a lieu qu'on respecte le peuple congolais, qui est clochardisé, qui est incapable d'envoyer ses enfants à l'école, d'envoyer ses enfants aux soins, qui est incertain du lendemain. Vous avez appris ce qui se passe ailleurs. Donc la mort là, c'est comme... En tout cas, à un moment donné, nous sommes devenus des sauvages. Voilà un peu... Je crois qu'il y a lieu que l'on ne puisse pas dire que non, le rassemblement doit se rassembler. De toutes les façons, ce n'est pas un seul parti politique. S'ils doivent agir, on connaît, la SENCO a désigné l'aile de Tshisekedi comme seul interlocuteur. Parce qu'on ne sait pas retrouver les intérêts de la majorité présidentielle avec l'aile de Tshisekedi. On montre toutes les cabales. Mais je crois, mais dernièrement, ici, on était derrière Félix Tshisekedi là pour faire de lui Premier ministre. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Il y a eu Ibiza, il y a eu Venise, mais tout ça, toutes les réunions, il y a eu Paris, c'était tout simplement pour faire de lui. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche que l'on traite avec Lumbi comme président du CNSA? Je ne vois pas là où ça bloque. Tout simplement, on ne veut pas que les choses avancent parce qu'on n'a pas encore obtenu ce dont on a besoin, que l'on ne veut pas prononcer avec force. Vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. Si je vous demande de donner un conseil aux acteurs politiques de la majorité tout comme de l'opposition sur cette question qui divise aujourd'hui la désignation du Premier ministre et le déblocage de la situation politique en tant que journaliste, quel conseil allez-vous donner aux deux camps? Considérez la souffrance du peuple congolais. Vous êtes pris en charge par l'État congolais. Parce que Félix Tshisekedi également est député national. Et tous, vous êtes pris en charge par des corruptions par-ci, par-là. Allez dans nos villages, il n'y a plus de route.
Il n'y a plus de train. Il n'y a plus de rail. Mes frères, mes soeurs sont en brousse à l'instant ici, à Kananga, à Chibambula, à Ndemba, à Dibaya, à Dimbelenge, à Chikapa, à Kamonia. Ils sont en brousse. Et pourtant, c'est la période de la récolte. Ils ne vont pas récolter, ils ne vont pas déchiffrer leurs champs. Conséquence, ça sera la famine terrible. Le Kasaï est au centre. Il n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas une frontière proche pour qu'ils aillent même s'alimenter ou s'approvisionner dans un pays proche. Comment pouvez-vous accepter que la situation ne va pas et vous êtes incapable de faire privilégier l'intérêt supérieur de la nation congolaise? Aujourd'hui, Kinshasa est par terre, Kinshasa est sale, Kinshasa salit, infeste et donne les maladies. Occupez-vous quand même aussi du social, occupez-vous de l'économique. Aujourd'hui, il y a une banque qui ne saura pas fonctionner, qui a renoncé à sa licence tout simplement parce qu'elle n'a pas de correspondant au niveau international. Bozongi la batou, boyoka souffrance, il y a peuple congolais. Voilà le message que je leur adresse. On tue au Grand Kasaï, s'alarme l'Église catholique dans un communiqué publié dans la capitale, rapporte les potentiels. Le journal qui résume la communication de l'Église catholique note que pour les prélats catholiques, ce qui se passe au Kasaï est une tragédie qui appelle à la compassion et à la condamnation. Décrivant ce qui se passe notamment à Kananga, l'Église catholique parle selon le quotidien d'une population en détresse et vouée à un génocide orchestré au grand jour par les forces de l'ordre déployées dans les ex-provinces du Kasaï. Les prélats catholiques poursuivent les tabloïds, dénoncent un complot à grande échelle et préconisent une solution politique à la crise socio-sécuritaire et humanitaire qui sévit dans cette province. La Cour pénale internationale surveille avec une extrême vigilance la situation au Kasaï où de nombreux témoignages font état de violences entre des milices locales et les forces congolaises, du meurtre de nombreuses personnes civiles et non civiles, d'enlèvement et d'exécution sommaire de personnes, y compris d'experts des Nations Unies en mission et de leurs accompagnateurs. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, s'est dite profondément préoccupée par les nombreux rapports faisant état d'une situation de violence grave depuis plusieurs mois dans les provinces de Kasaï. Elle a appelé toutes les parties potentiellement impliquées à s'abstenir de recourir à la violence. Je n'hésiterai pas à agir si des actes constitutifs de crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis et à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour poursuivre en justice les personnes responsables en conformité avec le principe de complémentarité, menace Mme Bensouda, qui invite les autorités congolaises à prendre les dispositions idoines afin de prévenir la commission ultérieure de tels actes. Deuxième sujet de ce soir, c'est le dossier Kasaï, massacre. Certains parlent de génocide, les autres parlent d'une situation incontrôlable et la Cour pénale internationale s'est saisie du dossier du Kasaï pour des enquêtes préliminaires. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cette situation dans le Kasaï? Chers confrères, si on peut définir en un seul mot la gestion qui est la nôtre dans notre pays depuis les dernières années, elle peut être résumée en impunité. L'impunité, on doit poser la question. Qui est responsable de ce qui arrive au Kasaï? Aujourd'hui, je puisse être à la RTNC, je sors d'ici, je tombe, je meurs, on ne va même pas établir les responsabilités qui a provoqué ma mort. Et ça va se passer comme ça, on va monter des enquêtes, ainsi de suite, et puis ça va terminer. Au Kasaï, il y a eu des gens qui ont téléguidé la gestion du Kasaï à partir de Kinshasa ici. Il y a eu des gens qui ont intimidé les députés provinciaux pour placer tel ou enlever tel gouverneur du Kasaï. Il y a eu des gens qui ont, dans cette ville ici, téléguidé pour les dédoublements de chefs de groupement, de chefs de grandes chefferies au Kasaï. Il y a eu des gens qui n'ont attribué l'arrêté provincial ou l'arrêté du ministère de l'Intérieur, ministériel,
à tel chef coutumier parce qu'il n'est pas de tel ou tel autre parti politique. Comment ces gens peuvent être libres aujourd'hui pendant que ça tue au Kasaï, pendant que les policiers tombent, pendant que les militaires sont tués, pendant que la population civile est tuée? Je crois qu'il y a lieu que l'on établisse d'abord les responsabilités, où on connaît qui est auteur de telle ou telle mésaventure, et on les laisse la couler douce, on les laisse en paix, et les gens continuent à mourir. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi ailleurs on peut facilement négocier avec les M23 dont l'on connaît, alors qu'ils ont violé nos femmes, qu'ils ont violé nos sœurs, qu'ils ont violé nos grands-mères, qu'ils ont violé nos sœurs et nos hommes, qu'ils ont tués avec atrocité? On peut facilement engager les moyens de l'État pour aller négocier avec eux, mais on est dans l'incapacité de négocier avec un individu comme Kamwina Nsapu. On est dans l'incapacité... Mais Kamwina Nsapu, il est mort. Il est mort, mais est-ce qu'il manque un représentant de ces groupements-là? Les gens de Kamwina Nsapu, on le sait. Je crois qu'il y a lieu qu'à un moment donné, on comprenne que la Constitution le dit d'ailleurs. La vie humaine est sacrée. Que cette vie soit du policier, que cette vie soit du militaire, ou d'un simple citoyen, ou de ces jeunes enfants. Et aujourd'hui, pourquoi les enfants adhèrent à ces mouvements, qu'il s'agisse de Bundu Dia Congo et Nyele et consorts? Papa, c'est lorsque vous avez faim, vous ne partez pas à l'école, vous n'avez aucun espoir, et que quelqu'un vienne vous dire que non, prenez tout simplement les 3 fourmis ici, comme ils en appellent, prenez un peu cette huile, mettez dans votre ventre, vous serez invulnérable face aux balles. Et ils se laissent faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la démission de l'État congolais pour la prise en charge de la population congolaise. Et c'est ce qui s'est passé même avec nos frères du Bas-Congo. Donc quand on vient vous dire, non, vous prenez seulement l'indica ici, vous allez jeter, ça va devenir une bombe. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'étudie pas, qui n'a pas d'espoir pour son avenir, qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est qu'adhérer à de tels mouvements? Je crois qu'il y a lieu que l'État congolais comprenne que ceux que l'on tue aujourd'hui, leur sang crie et le sang des innocents. Tôt ou tard, on n'est plus à l'époque médiévale où on ne pouvait pas identifier le corps de quelqu'un. Aujourd'hui, même après 50 ans, l'autopsie peut identifier mon os, y mettre mon nom, et savoir que non, c'est moi qui a été enterré à telle place ou à tel autre endroit. Je crois qu'il y a lieu que le président de la République, je crois qu'il y a lieu que notre Premier ministre, qui est du Kasaï, mais qui n'a jamais parlé, je crois qu'il y a lieu qu'ils aient pitié de la population. Les solutions sont au bout de main. Nous avons, nous, la chance d'avoir un président de la République, ancien militaire, ancien officier, qui maîtrise, qui a la carte des opérations, qui sait donner solution s'il veut vraiment qu'il ait une solution au Kasaï. Et aujourd'hui, que la Cour pénale internationale dise par feu d'annonce, moi je ne me confie plus dans cette Cour-là. Parce qu'elle n'intervient que là où il y a les intérêts des Français. Elle n'intervient que là où il y a les intérêts des Américains ou ceci, cela. Donc vous pensez que c'est parce que l'Américain a été tué au Kasaï que Mme Bensouda s'est levée? Vous avez compris. Parce que les vidéos ont été transmises et authentifiées, malgré qu'il y a eu trop de tergiversations. Mais vous avez vu également que la haute cour militaire a inculpé les militaires qui étaient dans cette vidéo. Et même là, la CPI n'a rien dit. La CPI n'a rien dit, mais lorsque on a dit qu'un Américain a été tué, c'est là aussi les sensibilités que nous avons. Et le malheur du Congolais aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne sait pas gérer, mais c'est cette capacité de rester insensible face à l'horreur. C'est cette capacité de rester insensible et trouver les mots en français pour tout banaliser. Et là, c'est très, très, très grave. Alors, Joël Cadet, nous allons terminer ce soir avec cette résolution du Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo en ajoutant 2 priorités au renouvellement du mandat de la MONUSCO. Nous avons appris que sur le 19 000 casques bleus, on a réduit seulement 1500. Je ne vois pas l'apport... Bien sûr, peut-être pour des cas isolés, des défenses des droits de l'homme, quand on nous poursuit, particulièrement nous là, je peux courir, fuir à la division de droits humains, là-bas à la MONUSCO, mais en dehors de ça, il y a ces missions ici ont été répétées chaque fois qu'il a été renouvelé le mandat de la MONUSCO.
La première mission, c'est protéger les civils. Vous avez vu combien les civils ont été tués à Béni sous la barre de la MONUSCO. Et pourtant, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a donné mandat à la MONUSCO d'engager les actions seules ou avec les forces armées de la République démocratique du Congo en cas d'une agression de la population. Mais ça n'a été utilisé qu'une seule fois lorsqu'il a fallu faire partir le M23. Et la MONUSCO a appliqué cette politique uniquement lorsque 3 casques bleus ont été tués par le M23. C'est ainsi qu'ils ont réagi pour repousser le M23 vers le Rwanda. Mais avant cela, quand on tue, ils ne réagissent. C'est en vengeance qu'ils ont engagé leurs gros moyens pour réagir. Donc il faut qu'ils meurent des casques bleus pour qu'ils prennent le rage afin de repousser ou de réagir. Je ne vois pas comment est-ce que la MONUSCO procède. C'est là où je me dis également que, à un moment donné, la communauté internationale dont on parle, qui est presque aussi une coquille vide, c'est une complice dans la situation qui se passe dans notre pays. En tout cas, je donne voix à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une complicité. Parce que cette hypocrisie, on tue les gens à quelques mètres de là où ils sont, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Oui, on a dit qu'ils veuillent à l'application de l'accord. Je ne vois pas avec tout ce que nous avons appris, qui sera certainement publié dans notre prochaine édition d'Impact News, la collaboration, la coopération entre l'actuel chef de la MONUSCO et le gouvernement congolais, qui semble d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies l'a décrié. Donc la MONUSCO aujourd'hui est associée, collaboratrice d'un gouvernement qui tue sa population. Donc à un moment donné, bon, sincèrement, je ne crois pas en cette résolution. Je crois qu'il y a lieu, nous sommes arrivés au moment où le peuple congolais seul doit se prendre en charge. Le peuple congolais seul, le Congolais seul, au niveau où il se trouve, il doit se prendre en charge, comprendre que ce pays m'appartient, ce pays appartient à mes ancêtres, ce pays m'a été légué par l'Éternel Dieu et je dois le défendre même au prix de mon sang, même au prix du sacrifice suprême, je dois défendre mon pays. Et c'est tout ce que nous devions faire. En dehors de ça, le salut, le chef de l'État l'avait dit, ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le salut viendra de l'Éternel Dieu au travers des Congolais. Je crois que nous avons le temps maintenant de placer notre confiance dans l'Éternel Dieu et que chaque Congolais comprenne qu'il est le missionnaire pour le salut de notre peuple. Merci Joël, merci pour l'éclairage, ces analyses que vous avez données ce soir. Nous allons terminer cette émission. Je voudrais que vous puissiez nous dire votre dernier mot. Et je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion que ce soir, nous avons constaté ensemble avec mon invité cet échec de la CENCO avec la reprise à main de la situation par le président de la République qui a promis de donner une solution consensuelle. Nous avons analysé cette question. Nous sommes allés au Kasaï pour voir ce qui se passe avec le phénomène Kamunansapou et quelles sont les solutions qu'il faudra trouver. Notre invité a essayé d'esquisser quelques pistes de solutions pour trouver la solution. Et enfin, cette résolution 2348 du Conseil de sécurité qui donne une année supplémentaire à la MONUSCO avec 2 objectifs, la protection des civils et les autres. Voilà Joël, c'est par là que nous allons terminer. Votre dernier mot. Toute ma reconnaissance réitérée à l'endroit de la grande dame, le mois de la femme venait terminer avant-hier. En tout cas, toutes mes félicitations à cette gestion de la RTNC, toutes mes félicitations pour cette émission qui nous permet de nous adresser à notre peuple, tant au niveau national qu'au niveau international. C'est que nous pouvons demander à nos politiciens, la situation est tellement grave, et si nous restons toujours dans l'attentisme, rien ne profite. Le temps est l'ennemi de tout le monde. Donc, je ne pense pas que le temps sera toujours favorable à l'opposition, à la majorité présidentielle. Non, que l'on comprenne que maintenant, le temps est notre ennemi et que la solution à ce problème, vous savez, le Congo, c'est un pays créé par Dieu lui seul. Nous avons été indépendants avant l'indépendance. Les Belges, avant de quitter ce pays, ils n'avaient pas préparé la relève. Ils ont annoncé qu'il y aura l'hécatombe.
Mais il n'y a pas eu hécatombe, ce sont eux qui sont partis et le pays a été confié pratiquement aux néophytes qui n'avaient jamais géré, qui n'avaient aucune expérience. Mobutu aussi en partant, il avait prédit, il n'a pas préparé la relève et pourtant tous les Mobutistes, nous les voyons, ils sont encore vivants. Je crois que la situation appartient à Dieu, qu'on laisse Dieu nous délivrer de cette crise et que chaque Congolais comprenne qu'il est le missionnaire de la délivrance de ce pays et que Dieu l'a désigné personnellement pour la délivrance de ce pays, pour le salut, pour la paix de ce pays. Voilà les mots que je puis dire. Je ne savais pas que vous étiez un pasteur. Et voilà, c'est par là que nous allons donc terminer avec vous ce soir et nous disons merci à ceux qui nous ont suivis. Nous pensons que prochainement, lorsque nous aurons besoin de vous, vous ne manquerez pas de passer sur ces plateaux de grands titres. Ça sera un honneur, cher aîné grand frère et cher confrère. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous vous disons merci de votre fidélité. Nous vous disons merci de vos remarques chaque semaine. Grand titre, c'est votre émission. Grand titre, c'est le décryptage de l'actualité vue par les éditeurs de journaux en République démocratique du Congo. Si vous voulez nous contacter, c'est plus simple. Nos numéros sont affichés. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le compte WhatsApp, au même numéro. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le compte Facebook, Twitter, au même numéro. Nous aurons le plaisir de vous recontacter et de vous inviter pour prendre part à cette émission. Nous vous disons merci et à l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne chaque dimanche, nous vous disons merci de votre fidélité. Nous aurons le même plaisir, la même volonté, le même engagement de vous retrouver le dimanche prochain sur la même chaîne. Au revoir.